vient d'un road trip et d'un voyage de 2 mois aux États-Unis où il a couvert la campagne américaine et il va pouvoir nous en parler parce que c'était une expérience aussi humaine que professionnelle super intéressante. Et puis, il va nous parler aussi d'un autre parcours et d'un autre voyage qu'il a fait de Namur à Montréal en passant par Toronto, par Winnipeg, je pense, Edmonton, Washington, euh, comme correspondant pour Radio-Canada. Alors, Frédéric Arnoux, bienvenue chez nous, bienvenue dans ce 5e webinaire du Cercle d'affaires Belgique-Québec qui favorise les échanges entre la Belgique et le Québec. Et je pense que tu es un des meilleurs exemples. Merci d'abord de m'inviter dans ce webinaire. Bonjour à tous les amis québécois, canadiens et belges. Alors, voilà, donc ça fait un sacré bout de temps que j'ai déménagé au fait au Québec et au Canada. Juste pour planter un peu le décor, donc moi je viens de Namur. Et fin des années 80, mes parents m'ont dit ce sera le fun une fois d'aller faire un tour à Montréal, aller découvrir un peu un morceau de famille qu'on avait ici, parce qu'il y a deux sœurs de mon père qui avaient immigré en 67. Et donc en 89, on a décidé de faire le voyage pour rencontrer ces gens-là. C'était à Pâques, il faisait glacial, c'était épouvantable. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre en fait pour le Québec. C'était un peu comme une sorte de rêve américain, mais en français, où il y avait les gratte-ciel, il y avait les grosses bagnoles. Moi qui conduisais une Suzuki Alto à l'époque en Belgique, je trouvais ça incroyable. Regardez un peu ça, c'est comme un salon sur roue. Et la première voiture que j'ai achetée ici quand je suis arrivé, en fait, c'était un Mercury Grand Marquis LS, un espèce de bazou épouvantable. C'était un vrai cancer sur roue, ça m'a coûté une fortune. Mais c'était le début du rêve américain. Fait que je suis retourné en Belgique et j'ai fait mes 4 ans à l'IEX, à Bruxelles. Et une fois que j'ai eu mon papier en poche, là, je suis parti ici. Je suis arrivé à Brossard, sur la rive sud de Montréal. J'habitais quelque temps dans le sous-sol de ma tante. Et j'ai commencé à vivoter un peu. Puis j'ai fait des articles dans les journaux locaux, à Saint-Bruno ou à Brossard. Puis j'ai commencé à travailler en télé, dans la télé communautaire de Vidéotron à l'époque. Aujourd'hui, ça s'appelle Ma TV. Je présentais une émission qui s'appelait Affaires municipales. Je trouvais ça déjà incroyable qu'ils donnent une émission comme ça, un petit Belge, un petit gars de Namur qui débarque comme ça au Québec. Là, mais je trouvais ça pas mal. Et mon premier contact, en fait, avec la vraie profession journalistique en télé, c'était à TVA, où j'ai travaillé pendant 2 mois et demi, une émission qui s'appelait Salut, bonjour. Et j'étais en arrière de la caméra, mais ça m'a mené à un contact à Radio-Canada qui ouvrait un poste en 98, en 98. C'était à Windsor, en Ontario. Ça, c'est une petite ville industrielle juste en face de Détroit, aux États-Unis. Et je me suis dit, je ne sais pas de quoi ça a l'air, mais je vais accepter le travail. Et c'était assez particulier parce que c'était un job de vidéojournaliste. Donc, j'étais journaliste, caméraman et monteur. Donc, je faisais un produit complètement de A à Z. Fait que ça m'a appris énormément sur le métier. Après ça, j'ai été transféré à Toronto, encore une fois comme vidéojournaliste. Après, ça a été la ville de Québec. Et ensuite, j'ai été nommé correspondant national à Winnipeg, au Manitoba. Qui répond de temps en temps, je vous le confirme. Le Manitoba, qui est une contrée glaciale, pendant 5 ans, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais bon, c'était aussi intéressant parce que je vivais un peu l'expérience canadienne dans les prairies, où il n'y a pas de montagne. Là. On voit vraiment l'horizon tout le long. Là, c'est assez fascinant. Alors, j'ai travaillé pas mal dans toutes les provinces de l'Ouest à l'époque. Et après, j'ai été transféré à Vancouver, sur la côte ouest, où j'ai travaillé pendant 9 ans. Alors, j'ai fait des reportages dans toutes les provinces, tous les territoires. Plusieurs fois, j'ai fait des campagnes électorales, provinciales, fédérales. Et ça m'a donné aussi l'occasion d'aller travailler à l'étranger, faire des reportages. Ça fait 19 ans que je vais à Washington faire des remplacements au bureau là-bas. J'ai pas mal fait tous les États en termes de reportage. Puis j'ai aussi fait des couvertures à l'étranger, en Europe, les attentats à Nice, à Bruxelles, à Manchester. Enfin bref, j'ai fait pas mal de choses. Et là, j'ai eu l'occasion et la chance, c'est incroyable, de faire cette fameuse campagne électorale dont on a beaucoup parlé récemment. Alors effectivement, Frédéric, on t'a suivi, nous, de notre salon, et tu étais aux 4 coins des États-Unis et de l'Amérique profonde, à la rencontre des gens. Tu étais le Tintin en Amérique. Hein. Est-ce que souvent on te compare à Tintin, journaliste belge bien connu?
Pas vraiment, mais c'est parce que j'ai un bouvier bernois, hein. J'ai pas un terrier déjà en partant. C'est ça qui fait la différence. Mais oui, c'était un peu le cliché. D'ailleurs, j'ai une lithographie de Tintin en Amérique, d'ailleurs, j'ai mis dans mon salon ici, parce que je trouvais ça un peu, c'était le rêve un peu d'un jeune journaliste belge qui décide d'aller couvrir ce qui se passe en Amérique, puis ça a marché. Alors, je trouvais ça intéressant. C'est sûr on est loin des techniques de l'époque de Tintin, mais Oui, mais alors donc pour revenir à ton voyage, ta couverture pendant 2 mois non-stop sans revenir à la maison, rester là, rencontrer des gens, en fait c'est fascinant. Puis on en a eu des petites bribes dans ce qu'on a pu voir à la télévision, dans ce que tu racontais, mais tu as rencontré des gens incroyables, tu as fait un selfie avec le fils Trump, si je me rappelle bien, et puis tu étais dans le feu de l'action. Raconte-nous un petit peu ça. Comment est-ce que tu as vécu ça professionnellement aussi, humainement? Comment ça s'est Mhm. passé? Ben, c'est sûr que les États-Unis, pour moi, c'est un pays fascinant. On peut dire tout ce qu'on veut sur les Américains, ils sont capables du meilleur comme du pire, et c'est souvent dans le pire qu'ils sont les meilleurs. Mais il reste que c'est une nation fascinante, tellement diversifiée. Et je dirais, la dernière année, là, en fait, on parle de la campagne, mais j'ai eu l'occasion aussi d'aller faire les primaires démocrates en Iowa, en New Hampshire. Il y a eu tout le mouvement avec Black Lives Matter aussi, avec George Floyd qui avait été tué par les policiers. J'ai eu le temps de couvrir tout ça, jusqu'au moment où on m'a dit, bah, tiens, ça prend un deuxième journaliste pour aller faire cette fameuse campagne électorale qui commence. Donc, je suis arrivé à Washington, c'était à la mi-septembre. J'ai fait à peu près 10 jours à partir du bureau de Washington, donc raconter un peu ce qu'il faisait au jour le jour. Et c'est assez incroyable parce que moi, je devais rester au bureau de Washington pour faire justement ce qu'on fait, c'est-à-dire nourrir RDI, nourrir les différents médias. Et là, le journaliste en place, Jean-François Bélanger, 3 jours avant de partir, il a eu un accident. Il roulait sur une roue mécanique électrique et il était frappé par une voiture, ce qui fait qu'il ne pouvait plus faire de campagne. C'est moi qui ai été désigné pour aller faire ça. Je me dis, bon, c'est incroyable. Donc, je me suis vite reviré de bord et là, on a commencé à faire une sorte de différents sujets qu'on allait couvrir. Alors, bon, un des sujets intéressants, c'était, bon, évidemment, c'est les fameux États clés. C'était l'Ohio, avec tout le secteur manufacturier où on allait dans ce qu'on appelle le Rust Belt, là, de ceinture de rouille là, dans le nord des États-Unis, le Michigan, vous savez aussi le Wisconsin et l'Ohio. Il y a 4 ans, en fait, Donald Trump avait réussi à fédérer ces gens-là, à les convaincre de laisser tomber le Parti démocrate qui votait depuis des décennies, pour venir rejoindre ce gars-là en disant, regardez, moi, je vais vous rendre votre travail, vous allez voir, l'économie va repartir. Et 4 ans plus tard, il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Mais sur le terrain, on a vraiment rencontré des gens qui étaient persuadés encore que Donald Trump a fait énormément de choses pour eux. Alors que dans les faits, il n'y a pas de grandes usines qui ont été rouvertes, mais il y a une espèce de... Moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant dans cette campagne de couvrir ces gens qui ont voté pour Trump dans ces fameux rassemblements, qui le voient vraiment comme l'élu. C'est le Messie, c'est enfin quelqu'un qui nous comprend, qui va nous redonner notre gloire et qui parvient à faire bouger les choses à Washington alors que c'est une swamp, c'est un marais, c'est corrompu à l'os. 4 ans plus tard, on regarde les résultats, la corruption est toujours là, elle a peut-être changé, elle est peut-être plus proche de lui que de Washington et des institutions, mais ça, c'est une autre façon de voir les choses. Donc, il y avait le secteur manufacturier, les fameux cols bleus, qui cette fois-ci ont décidé au dernier moment de changer et d'aller plus vers Joe Biden. Alors, après le manufacturier, on s'est dit, dans les fameuses élections américaines, il y a une chose qui revient tout le temps, c'est la religion. Alors, la religion, on ne peut jamais passer à côté de ça. La séparation entre l'Église et l'État, ça n'existe pas. Je veux dire, sur le dollar américain, c'est « In God we trust ». C'est toujours l'avortement qui revient à l'avant-plan dès qu'on discute de la Cour suprême. Et on s'est dit, bon, on va aller voir les fameux évangéliques. Les évangéliques, ce sont des chrétiens profondément pratiquants, qui sont évidemment très conservateurs et qui ont donné leur chance à Trump il y a 4 ans. Et on est donc allé faire des tournages en Géorgie, mais aussi en Floride, où il y a toute une faune absolument incroyable. Et on a rencontré des évangéliques et on a pris le pouls. Et cette fois-ci, ils ont encore majoritairement voté pour Trump, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il suffisait entre 5 et 7% des évangéliques qui allaient voter pour Biden pour faire perdre Donald Trump. Parce que Donald Trump, pendant ces 4 années, ce qu'il a fait, c'est de diviser, de polariser, mais il n'a jamais essayé d'élargir sa base.
Ce qui fait que si vous perdez un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, ben à un moment donné, ça se répercute sur le résultat final. Et donc, on avait vraiment perçu à travers ces évangéliques qu'il y avait une frange qui était beaucoup plus progressiste, très vocale, et qui a dit, nous, on fait campagne contre lui parce que ça n'a aucun sens. C'est un gars qui est amoral, c'est un gars qui fait tellement de choses énormes contre ce que le grand monsieur là-haut nous a dit de faire, donc là, ça suffit. Et ça, évidemment, ça a eu un impact. On a évidemment aussi couvert les latinos. Ça, c'est un électorat de plus en plus important aux États-Unis. L'homme blanc est en train de perdre du poids par rapport au niveau démographique et les latinos sont en train de prendre un essor assez incroyable. Donc, on était en Floride, évidemment. Et ce qui est fascinant chez les latinos, c'est qu'ils nous le disaient chaque fois, vous savez, quand Donald Trump dit si Biden est élu, là, le socialisme va arriver, et nous, ça nous fait peur. On sait que ce n'est pas ça qui va arriver. On est loin d'un État socialiste aux États-Unis, mais ça a tellement bien marché pour la clientèle latino que, encore une fois, ils ont voté pour lui. Un peu moins, mais c'est un bloc énorme que les démocrates n'ont pas réussi à aller séduire et à aller accrocher à un vote plus à, on va dire, au centre-gauche que centre-droit et droite. Donc, ça, c'est tous les thèmes qu'on a essayé de faire. On a fait aussi, évidemment, l'immigration, parce que c'est toujours le bouton rouge là, que M. Trump aime utiliser en campagne. Ben oui, voilà, c'est ça. Donc, on est allé voir le fameux mur. On est allé en Arizona. Ça aussi, c'est un état fascinant. C'est désertique, il fait une chaleur épouvantable. Et on était voir le fameux mur parce que, bon, M. Trump se pète les bretelles depuis le début de son mandat en disant, vous savez, le mur, il est construit. On est arrivé à peu près à presque 400 000 de murs qui étaient construits. En fait, on a été voir sur place. Et dans les faits, le mur qui était construit, c'était un mur qui était là, qui était déjà là avant, mais qui a été modernisé. Donc, il y avait à certains endroits des clôtures avec des trous, parfois même des espèces de croisillons de bois là, pour essayer avec un peu de barbelé. Mais il reste que le mur en tant que tel, que M. Trump et son équipe a vraiment installé. On parle ici à peu près une vingtaine de kilomètres, je vous dirais, sur quand même une frontière qui fait quand même, je pense, c'est 1900, 1000, donc c'est quand même très négligeable. Mais encore une fois, c'est pas important, c'est le narratif qui est important pour les partisans de Donald Trump. On a rencontré des ranchers là-bas qui nous disaient, vous savez, lui, il nous protège. Si jamais Biden rentre, vous allez voir, tout le mur qui était installé, ils vont tout écraser, puis ils vont laisser entrer les meurtriers, les violeurs, la drogue, ça va être épouvantable, c'est la fin du monde, c'est la fin de l'Amérique, quoi. Et c'est fascinant dans ce voyage-là, c'est de voir un peu cette polarisation qui, à mon avis, a toujours existé. C'est juste que Donald Trump est un catalyseur de ça. Il parvient vraiment à cristalliser cette espèce de polarisation et de l'utiliser à ses propres fins. Sauf qu'à un moment donné, il y a une fatigue aussi de l'électorat par rapport à ça. Et c'est peut-être ce qui est arrivé aussi en cours de campagne. Oui, c'est fascinant, en tout cas, l'histoire, le narratif que Donald Trump amène autour de lui. Mais toi, en tant que journaliste, d'aller sur le terrain, est-ce que c'est facile? Est-ce que tu as des fixeurs sur place qui peuvent t'aider? Parce que c'est aussi ça qu'on se demande, nous, en tant que téléspectateurs, c'est mais comment, en si peu de jours, il a réussi à rencontrer des gens, aller aussi loin dans sa rencontre du monde, d'accompagner un ranger le long du mur? Mais en fait, et c'est pour ça que je disais au début que les Américains sont fascinants parce que ils ont tellement une générosité incroyable. Et on parle souvent les pays les États du Sud, très conservateurs, redneck, tout ça. Mais en général, c'est des gens qui vous accueillent le plus à bras ouverts. Ce serait peut-être différent si j'étais afro-américain, peut-être, ou si j'étais mexicain. Mais il reste que ces gens-là, ils voient la caméra, on les appelle, on dit, bon, voilà, on aimerait ça vous rencontrer, on fait un reportage pour la télé canadienne et on voudrait expliquer un peu ce qu'il en est. Et là, les gens sont vraiment, ils sont très accueillants et il y a une facilité, je trouve, de rencontrer ce monde-là qui s'ouvre complètement. On parle Kodak et il nous donne, là, il se laisse aller. Moi, je trouve ça fascinant et c'est autant pour dire des trucs, mais tellement sensés que des énormités dont on n'imagine même pas l'impact si ça prenait forme. C'est ça qui est incroyable. Et je trouve que cette générosité-là, en fait, elle se retrouve dans les topos où on voit des gens qui sont vrais, qu'on pense comme eux ou pas. C'est pas important. Il y a cette espèce d'ouverture de dire les choses comme ils le pensent. Et ça donne évidemment moi, je dis toujours, quand on fait des reportages aux États-Unis, oui, on peut faire du booking, faire des contacts avant, tout ça. Mais je trouve que quand on arrive à un endroit, la merveille est au coin de la rue, en fait. On regarde un peu, on prend le temps,
on rencontre deux, trois personnes, on commence à jaser, puis là, ben moi, je connais ça, je connais ceci, je pourrais vous mettre en contact. Et c'est comme ça que ça donne, ça facilite énormément le travail, je pense, du journaliste aussi. Après, évidemment, il faut essayer de mettre tout ça en forme pour que ça donne un certain sens et que ça représente quand même quelque chose qui soit pas du tout caricatural, même si parfois tout est là, fait que c'est difficile pour nous de déformer la réalité parce qu'elle est telle qu'on la présente. Donc, ça aussi, c'est assez incroyable. Ah non, ça c'est fascinant justement, hein. Et puis aussi au niveau de l'organisation après de livrer des topos tous les jours alors que tu es dans le désert de l'Arizona, est-ce qu'il y a des difficultés techniques particulières, des horaires incroyables à respecter? Oui, mais c'est sûr que quand on est parti, on savait très bien qu'on ne reviendrait pas à Washington avant la fin de la campagne. Donc, on vivait dans les hôtels, dans les valises. Ça a l'air très glamour, très jet set. En fait, ça l'est pas du tout. C'est souvent des petits motels, pas trop chers. Et puis, il faut travailler comme des fous parce que, bon, parfois, on prenait l'avion pour aller à tel endroit, dans tel état. Parfois, on faisait 8 heures de route pour arriver quelque part. Et pendant ce temps-là, ben, on était trois, en fait. Il y avait moi, il y avait le caméraman qui fait aussi le montage, et on avait un réalisateur qui lui essaie de coordonner tout ça. Et les couvertures électorales, ou même les couvertures en général médiatiques, ont beaucoup changé depuis je dirais les 5 dernières années, parce qu'il faut alimenter la chaîne en continu RDI. Donc, on doit être disponible tout le temps pour faire des directs. Alors, on a une petite valise, pas plus grosse que ça, qui s'appelle un Didgeridoo. C'est une machine qui permet d'utiliser tous les réseaux cellulaires. C'est comme si on avait genre 5-6 fournisseurs de cellulaires dans une seule boîte qui va chercher dans un espèce de pipeline tout signal qu'on peut avoir pour pouvoir diffuser en haute définition, peu importe où on est. S'il y a du signal dans le désert, on sort la boîte, on branche la caméra et on fait le live. C'est magnifique en même temps. C'est un problème parce que pendant ce temps-là, puis on faisait une moyenne de 4 directs par jour. C'est qu'il faut toujours être prêt à un certain endroit pour faire les tests. Mais pendant ce temps-là, on ne fait pas de couverture, on ne fait pas de cueillette. Alors, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'on faisait parfois des journées de 12 à 15 heures parce qu'il fallait faire les directs le matin. Après, il fallait faire les entrevues. Il fallait commencer à écrire, monter en fin d'après-midi, l'alimenter à Montréal et ensuite faire des lives en fin de soirée pour faire un débrief par rapport à ce qu'on avait mis en ondes. Donc ça, c'est excessivement exigeant. Et parfois, la radio vous appelle pour dépanner. Est-ce que tu peux faire un direct ici? Et il y a aussi tout l'aspect web, où là, on faisait des textes web sur le reportage qu'on allait diffuser. Parfois, on mettait sur le web avant qu'il soit diffusé à la télé. Il fallait que je fasse aussi des analyses de fond sur qu'est-ce que ça voulait dire, cette mouvance-là, etc., etc. Donc, je veux dire, moi, quand j'ai commencé à Radio-Canada, il y a 22 ans maintenant, en fait, c'était une autre façon de faire. 5 ans plus tard, c'est encore autre chose. Puis là, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. En fait, il n'y a plus de limite par rapport à ce qu'on peut faire. Alors, ce qui est difficile, évidemment, il faut faire des choix parfois. Parfois, on dit à Montréal, ben, écoute, oublie-moi pour Patrice Roy le soir, je ne peux pas faire le live. Il faut absolument qu'on aille faire une cueillette. On va rencontrer des gens absolument incroyables qui vont nous donner une histoire fascinante. Et fait que c'est des choix à faire. Puis bon, ben ça, c'est au pupitre à prendre les décisions après et d'essayer de jeter les demandes de partout, quoi. Excellent. Et alors là, j'ai une question de Monsieur l'ambassadeur de Belgique à Ottawa, Monsieur Verkamen, qui d'abord est enchanté de faire ta connaissance. Peut-être que si tu passes par Ottawa, vous allez pouvoir vous rencontrer, mais se demander dans quelle mesure, et ça rejoint la mission du Cercle d'affaires Belgique Québec, dans quelle mesure tu avais gardé des liens avec les médias belges, télé, radio, journalisme, etc. Pas énormément, en fait. C'est sûr que là, ça va faire 25 ans, en fait, que j'ai immigré. Donc, c'est sûr que, en fait, je commence à avoir vécu plus longtemps ici qu'en Belgique. Donc, et c'est vrai que, bon, à l'IEX, quand je regarde un peu ceux qui étaient avec moi en presse info à l'époque, qui ont fini comme moi en 94, en 94, c'est sûr que je regarde les gens qui était en presse info, mais un nombre infinitésimal a vraiment fait carrière dans le journalisme en Belgique. C'est dommage, mais en même temps, c'est un petit marché aussi. En même temps, vous allez dire, mais oui, mais le Québec, c'est 8 millions et demi de personnes. On a quand même 2-3 réseaux de télé, mais il y a quand même une certaine vitalité. Et le fait de travailler pour un média comme Radio-Canada, où on travaille vraiment sur la grandeur du territoire,
je travaillais un peu partout, donc ça m'a donné tellement de possibilités. D'ailleurs, en fait, j'avais jamais envoyé un CV en Belgique pour être journaliste parce que je savais que je partais au Canada et au Québec. Donc, moi, je travaillais à Radio Nostalgie. À l'époque, c'était Radio Vers l'Avenir qui est devenu Radio Nostalgie. Je travaillais comme animateur pendant 10 années et c'est la seule fois vraiment que j'ai travaillé dans les médias belges. Donc, je ne peux pas dire que j'avais déjà un lien très fort quand j'ai quitté. C'est sûr que là, je le regarde un peu à distance. Bon, avec Internet, tout ça, je vois un peu ce qui se fait et je vois que De Brigole est toujours en place. Donc, c'est incroyable, des choses qui ne changent pas. Mais c'est ça. Donc, j'ai pas vraiment. Je suis un peu ce que certains font, mais j'ai un peu perdu le contact et c'est probablement très dommage, évidemment, parce que je suis complètement en immersion, un peu assimilé, en fait, ici au Québec et au Canada, quoi. En tout cas, là, il y a plein de Belges qui vont te découvrir, puisqu'on a comment est-ce qu'on peut appeler des webi spectateurs, là, Ouais, ouais, ouais. des deux côtés de l'océan. Et puis, on va mettre cette rencontre en ligne aussi, donc ça va être partagé par là-bas. Et c'est ça qui est chouette aussi, de voir le parcours d'un Belge au Canada. Alors, j'ai une question ici de quelqu'un, puisque je vais en profiter pour Oui. déjà presque midi. Yves Lapère, qui travaille pour FIT, qui demande qu'est-ce que tu vois au niveau des relations économiques entre le Canada et les États-Unis? Est-ce que America First restera l'axe central de Biden? Très bonne question. Ben, c'est ce qu'il dit. Maintenant, les États-Unis ne peuvent pas tout faire non plus. Ce qui va être différent, c'est qu'on sera moins dans cette espèce de, 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 de lunatisme là, perpétuel, cette espèce de soupe au lait là, économique là, qui bouge avec M. Trump, où là, il a posé les droits de douane sur l'aluminium canadien. Un peu plus tard, c'était sur autre chose, sur le canola. Fait que ça, là, au moins, là, ça va être plus clair. Au moins, on va savoir un peu plus où on s'en va. C'est sûr que les démocrates sont toujours plus protectionnistes que les républicains. Alors, comment ça va se traduire dans cette nouvelle administration qui est un peu un retour en arrière par rapport à ce qui se faisait déjà avec l'administration Obama? C'est un peu ça le problème aux États-Unis, c'est que surtout avec Trump qui est arrivé comme un ovni, un peu comme une anomalie politique où il a défait tout ce qui avait été fait par Obama. Et là, on voit Biden qui arrive et qui dit, mais là, on va défaire tout ce qu'il a fait parce qu'il faut retourner par rapport à ce qui était avant, ce qui, selon eux, était la bonne chose à faire. Alors, au niveau de l'économie, je pense qu'il y aura moins de soubresauts. On va savoir un peu plus où on s'en va dans certains secteurs. Je pense qu'il y a pas mal de secteurs au Canada qui vont pouvoir souffler un peu plus que pendant les 4 dernières années. Mais encore une fois, l'America First que Biden préconise, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Il y aura quand même les matières premières canadiennes qui vont continuer malgré tout à circuler entre les deux pays. On verra, je veux dire, on est tellement dans une espèce de bulle à cause de la COVID, à cause de la pandémie, qui fait qu'il y a tellement de choses qui sont arrêtées que là, on a l'impression, est-ce qu'on peut respirer d'abord avec une nouvelle administration, voir à quel râtelier il mange, et ensuite, ben, si l'économie redémarre avec le potentiel vaccin et tout ça, il y a beaucoup de points d'interrogation. Mais encore une fois, il faut surveiller le protectionnisme des démocrates en général. C'est ça. Puis les choses peuvent aller très vite, hein. Comme toujours en Amérique, ça s'arrête rapidement, puis tout à coup, ça redémarre. Voilà. C'est ça qu'on découvre aussi quand on vient d'Europe, c'est de voir la facilité dont les choses peuvent des fois se passer. Une autre question plus politique, est-ce que tu aurais un pronostic au niveau de la bataille au Sénat en janvier? Là, c'est quelque chose dont, en même temps, tous les jours, on voit que... Les enjeux sont énormes parce que si les 2 sièges basculaient démocrates, je veux dire, là, Biden aura les coups des franches avec un congrès qui lui sera entièrement dévolu, avec le Sénat qui passerait des républicains aux démocrates, ce serait énorme. Maintenant, est-ce que ça va se faire? Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour l'instant, tout ça, c'est de la pulsion chez les pro-Trump, les pro-MAGA, Make America Great Again, qui disent, ben, puisque c'est comme ça, si Trump n'est pas reporté au pouvoir le 20 janvier, scoop, il ne le sera pas, à ce moment-là, on va tout faire pour saborder le Parti républicain. Ce qu'on va faire, là, nous, on tient à M. Trump. Ce qui est particulier aux États-Unis, c'est sur un bulletin de vote. D'ailleurs, c'est toujours compliqué. Il y a à peu près une vingtaine de candidats dont on ne parle jamais. Mais vous pouvez faire un write-in. Donc, vous pouvez écrire une petite case supplémentaire et vous pouvez mettre n'importe qui et voter pour cette personne-là. Et il y a des milliers de partisans de Trump qui ont dit en Géorgie, puisque c'est comme ça, nous, on va aller voter, on va écrire Donald Trump et on va voter pour lui. Sauf que c'est devenu un peu la risée parce que ce que ces gens-là ne savent pas s'ils font vraiment ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire,
c'est qu'à ce moment-là, ils enlèvent des voix aux candidats républicains. Et donc, je comprends qu'ils sont fâchés contre le Parti républicain qui, selon eux, ne défendent pas suffisamment Trump dans cette affaire en disant que tout est truqué, etc. C'est qu'ils risquent de complètement laisser s'échapper le Sénat chez les démocrates. Est-ce que ça va arriver? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, ils ont un bon candidat, Warnock, mais l'autre, je ne sais pas. Honnêtement, il faut regarder un peu la démographie. C'est sûr que dans la région d'Atlanta, c'est assez démocrate. Il y a beaucoup, beaucoup d'Afro-Américains et on voit vraiment une tendance à une population grandissante chez les Afro-Américains qui, traditionnellement, sont démocrates. Maintenant, encore une fois, et c'était la même chose pour cette campagne électorale, c'est celui qui va être capable de mobiliser le vote. Et mobiliser le vote, ce n'est pas seulement dire que c'est le meilleur candidat, c'est aussi dire que les autres, c'est les crapules, c'est les voleurs, c'est eux qui vont faire truquer le vote. Donc, ça va être intéressant de voir la dynamique. Je pense qu'on va attendre le 14 décembre quand le Congrès va compter finalement les fameux votes des grands électeurs. Et là, on va voir après le 14 décembre si cette espèce de folie un peu des partisans de Trump va se calmer, s'écraser ou au contraire gagner davantage et avoir un impact énorme sur cette fameuse élection de 2 sièges au Sénat. On n'a jamais eu aussi hâte que l'hiver finisse. Alors qu'il n'a même pas encore commencé. Alors, j'ai une question du consul général de Belgique, M. Van de Velde. Et en fait, je me le demandais aussi un petit peu au niveau pendant la couverture de la campagne américaine, au niveau du coronavirus, là, au niveau de l'approche vis-à-vis du coronavirus, parce que toi, tu as dû rencontrer plein de monde, mettre un masque, être avec des gens qui n'en voulaient pas, prendre des transports en commun, être dans des avions, des hôtels, etc. Comment tu as ressenti ça? Comment est-ce que tu as vécu ça? Ben, c'est sûr qu'on pouvait quasiment savoir, tiens, lui est républicain, lui est démocrate, parce qu'il y en a qui ne prennent pas le masque. Non, mais c'est caricatural, mais c'est vraiment ça. Il y a une espèce de… Puis justement, on parlait de l'Arizona tantôt, où on était dans un endroit, c'est un peu le Far West, hein, c'est les cowboys, ils sont tous là, et moi, c'est ma liberté, personne ne va me la voler. Si je ne veux pas porter de masque, j'en porterai pas, puis tout ça. Bon, OK, je veux bien, mais en même temps, il y a aussi le respect des conditions sanitaires, sauf que dans beaucoup d'États, il n'y avait pas encore l'obligation de porter le masque. Il reste que j'ai trouvé quand même que les Américains, quoi qu'on en dise, sont quand même assez respectueux des conditions sanitaires. Encore une fois, ça dépend des villes où vous allez. Bien souvent, c'est les villes démocrates où on respecte plus ça. Mais d'une manière générale, dans tout ce qui est commerce à l'intérieur, les gens le portaient. À Washington, j'ai trouvé assez fascinant, c'est que les gens le gardent même à l'extérieur tout le temps, alors que, bon, on le recommande si vous êtes vraiment dans une foule ou s'il n'y a pas une distance propre. Mais eux le gardent tout le temps. Fait que d'un État à l'autre, on voit des différences assez flagrantes par rapport à ça. On avait qui étaient terrifiés, qui ne sortaient pas, qui ne voulaient pas, qui étaient à la limite un peu sclérosés dans cette peur-là. Et d'autres où c'était business as usual. Donc nous, on n'avait pas le choix parce que nous, même dans la voiture, en général, on était 3. Puis plus souvent qu'autrement, on le gardait malgré tout, même si de toute façon, on était 7 jours sur 7. Ouais, on était dans notre bulle parfaite. Puis on n'a jamais fait de folie. Là. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Il y avait quelques restaurants ouverts ici et là, mais c'est pas commencé à aller prendre, aller danser la rumba là, dans une discothèque. C'était pas du tout ça. On n'avait ni le temps ni l'envie de façon de le faire. Quoi. Mais c'est assez fascinant de voir ça. Et quand on regarde aujourd'hui les graphiques de ces États républicains du Midwest, en fait, c'est là qu'il y a les plus grandes recrudescences du virus. Donc, c'est cette espèce de déni qui leur coûte cher pour l'instant. Ça va peut-être les faire réfléchir. Alors, en fait, on est déjà midi et quelques minutes. Il y a plein d'autres questions, hein, des questions sur ton point de vue sur la politique en Belgique. Peut-être qu'on devrait faire un webinaire au complet là-dessus avec du monde, parce que c'est un sujet bien intéressant d'avoir le point de vue extérieur, mais peut-être qu'on s'éloigne un petit peu du sujet. En fait, je n'ai pas énormément de choses à dire là-dessus parce que, bon, je suis parfois le JT de la RTBF, mais en fait, ce que je me rends compte, ça fait une vingtaine d'années que j'ai quitté. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est juste les prénoms des gens qui ont changé. C'est-à-dire les Decroix, les Michel et tout ça, c'est OK, dans 20 ans, ce sera les petits-enfants. Donc, c'est une espèce de carriérisme politique familial que je trouve absolument incroyable. Mais c'est toujours aussi compliqué, quoi. Ouais, on a un peu la même expertise et le même recul là-dessus. Alors, j'ai une autre question, c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout, mais M. Lalou demande si tu as déjà entendu parler du projet de tour de 50 étages en pleine forêt à Namur, en Outaouais. Oui, c'est très, très, très bizarre. En fait, c'est un promoteur immobilier qui veut faire ériger c'est une tour quasiment futuriste. Là. Honnêtement, j'ai vu les plans, puis
assez laid. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est en plein milieu d'une forêt de petite municipalité qui s'appelle Namur, effectivement. Fait qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Je trouve ça étrange que cela puisse aller jusqu'à un certain point, jusqu'à la réalisation, parce qu'on est vraiment dans... C'est vert, vert, vert. Là. Ce serait comme une espèce quasiment de doigt du milieu aux environnementalistes, là, si jamais ça arrive. Mais c'est curieux, j'ai vu ça il y a quelques semaines et je regarde ça parce que, bon, évidemment, ça parlait de Namur. Je me dis, tiens, une tour de 5 étages à Namur. Ah, ok, c'est l'autre Namur. Donc c'est ça. Oui, oui, oui. Intéressant. En tout cas, c'était. Finalement, on boucle la boucle. Hein, Namur en Outaouais, Namur en Belgique. Frédéric Arnoux a fait une carrière incroyable, belgo-canadienne. En fait, un Belge qui s'est fait un nom au Canada et une super couverture. Je pense qu'on va pouvoir conclure ici. Comme ça, on te laisse terminer ta quarantaine. Oh, il n'y a pas de problème, ça va bien. Le CI est plein. Une quarantaine active puisque tu as continué à travailler et à faire des topos. Avant de conclure et de remercier tout le monde, je voudrais juste vous rappeler que c'est possible de devenir membre du Cercle d'affaires Belgique-Québec pour continuer à être informé de tout ce qui se passe. En fait, il suffit d'écrire à l'autre Frédéric Histoire, notre coordonnatrice, à une adresse toute simple, c'est cordo@cabq.ca. Nous suivre sur les médias sociaux, Facebook, LinkedIn, sur le site web pour voir ce qu'on va faire. Alors, on a toutes sortes d'idées. Si vous en avez, partagez-les aussi parce que, bon, par les temps qui courent, ce n'est pas toujours facile. On était bon dans les 5 à 7. Ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas fait. Mais on va certainement trouver d'autres occasions de partager des choses avec tout le monde. Et je voudrais te dire un très, très grand merci, Frédéric. Plaisir. Pour ta générosité et puis au plaisir de te revoir un de ces soirs dans mon salon, dans ma télé. On peut rêver, mais effectivement, pourquoi pas. Et puis si vous avez d'autres questions, vous me les acheminerez, puis je verrai ce que je peux faire. Merci beaucoup. Merci tout le monde. À la prochaine, merci. Au revoir. Bonne journée. Bye.